Bon, bonjour à tous, je suis ravi d'être là devant vous. On va parler un peu graphisme et on va essayer de donner des clés pour faire un visuel à peu près convenable. Voilà, donc on va essayer de manier des concepts théoriques mais aller beaucoup dans le pratique aussi. Alors je ne vais pas vous apprendre à comment faire fonctionner Photoshop ou Canva ou tous les outils que vous pouvez installer parce que ça prend énormément de temps et je vais vous recommander quelques outils, mais c'est surtout comment faire un visuel percutant, efficace, simple, à la fois pour le web et pour le print. Donc je me présente, je m'appelle Romain Spichala. Ça fonctionne, Raphaël? Tu as l'air d'être... ouais, c'est bon. Je m'appelle Romain Spichala, je suis directeur artistique et j'ai travaillé pendant la campagne présidentielle pour l'Union populaire et donc pour Jean-Luc Mélenchon. Et pour la NUP, ensuite, pendant la campagne des législatives, donc, notamment le logo de la NUP, c'est moi qui l'ai fait, les affiches de Jean-Luc, c'est moi qui les ai faites, etc., etc., les chartes diverses et variées. Alors, il faut que je comprenne comment fonctionnent exactement les écrans. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous le disais, l'objectif de cette formation, on prendra les questions à la fin, donc si vous voulez vous les noter pendant, n'hésitez pas, je vous passerai un micro à la fin pour y répondre. Donc c'est de comprendre les bases de la création graphique pour réaliser du matériel simple et efficace. Et surtout, on va y revenir, qui respecte à peu près les chartes, et là c'est assez compliqué, de la France Insoumise, de l'Union populaire et de la NUP. Parce que on travaille dans des environnements graphiques qui ont évolué avec le temps, et en fonction de pour qui on publie, pour quelle personnalité on publie, pour quel mouvement on publie, ça change, il y a des codes qui évoluent, que ce soit ici pour la France Insoumise, l'Union populaire, ou la NUPES, la NUPS, comme vous voulez. Donc, réaliser un visuel efficace. Un visuel, en gros, c'est constitué de 3 parties différentes. D'abord, il faut se poser la question du message à faire passer, ensuite du concept ou de l'idée qu'on a envie de mettre en avant pour valoriser ce message, et ensuite de comment on va composer tout ça pour réaliser un visuel cohérent. Là, j'ai mis mon ami Sébastien Delogu à l'honneur. Alors pendant la campagne, je ne sais pas si vous avez vu la campagne des législatives, à la fin on a fait une journée spéciale Va voter NUP, où il y avait tout plein d'événements, et dont ces Instagram Live là. Et donc je vais vous expliquer un peu comment on procède aussi pour fabriquer ce genre de visuel qui paraît simple comme ça, mais qui manie déjà beaucoup de concepts à lui tout seul. En préambule, le graphisme, il ne faut pas le prendre à la légère, on va dire. Ça paraît souvent simple comme ça, mais quand je dis il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est que quand vous vous mettez à faire un visuel, une publication, un document, ce que vous voulez, il faut penser que vous êtes là pour aider à faire comprendre plus simplement une idée, un concept, et que vous êtes là pour faciliter la lecture de quelque chose, pas le rendre plus compliqué encore. Et souvent, c'est le cas. Donc c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est à ça que ça sert le graphisme, c'est à valoriser un concept, une idée. Parfois, on peut faire comprendre quelque chose avec une couleur, il n'y a pas besoin de mettre des mots, etc., etc. Donc c'est un peu ça qu'on va essayer de comprendre à travers cette petite formation. Donc le message. Donc comme je le disais, la première question à se poser, c'est le message qu'on veut faire passer. Ici, dans le cas de ce visuel, il s'agit de l'annonce d'un événement. Donc on a tous les, on va dire les informations clés qui vont nous aider à comprendre que c'est un événement, le slogan de l'événement qui est Va voter NUP, la date, l'heure, en bien gros et en bien visible pour que les gens puissent comprendre quand ça se passe et à quelle heure, et l'idée, le concept qui est juste à droite, qui va nous permettre de comprendre ce dont il s'agit. Là, c'est un Instagram Live, donc on l'a mis dans un téléphone pour comprendre que ça se regardait sur son téléphone. Et le nom de la personne qui participe. Généralement, quand on a un événement à faire passer en visuel, et c'est souvent le cas dans notre travail de militant, d'annoncer un meeting, d'annoncer une conférence, d'annoncer une rencontre avec des militants, un piquet de grève, tout ce que vous voulez, bah, ces informations-là, elles vont toutes se retrouver sur le visuel, c'est-à-dire le nom de la personne qui va être présente, la date, l'heure bien visible, et où ça va se passer sur les réseaux sociaux. Et donc là, c'était uniquement sur Instagram. Si on avance, évidemment, il n'y a pas que les événements qui comptent. Parfois, ça peut être juste une citation.
Alors là, l'écran ne rend pas justice au visuel qui est à gauche, que je trouvais extrêmement bien fait et qui maintenant, les contrastes ressortent plus très très bien. Mais en tout cas, c'était un verre beaucoup plus clair. Donc, dans un visuel citation, on va mettre généralement le texte en avant, la partie du texte qui nous semble la plus importante, le mot qui va faire ressortir le message encore plus. Donc là, c'est « il faut nous désintoxiquer des énergies fossiles ». Pour celui qui a fait le visuel, le mot le plus important, c'était désintoxiquer. On aurait pu choisir énergie fossile aussi, mais en tout cas, là, c'était désintoxiquer. Et la personne qui a dit cette citation, aussi bien mise en avant, et là, c'est Emmanuel Macron, dont on voit encore une fois toute la duplicité. Le deuxième, ici, c'est le visuel qu'on fait souvent aussi, et Bastien, qui vient de donner une conférence magnifique sur la riposte, en a fait des tonnes et des tonnes, c'est les visuels mesures. Ici, c'est une mesure dont on a beaucoup parlé, notamment dans le cadre de la lutte pour le pouvoir d'achat, d'encadrer les loyers à la baisse. Quand on donne une mesure, ça ne sert pas souvent à grand-chose d'en faire des caisses et de rajouter tous les alinéas qu'il y a en dessous de la mesure et comment elle va se faire, comment elle va se mettre en place, etc. Parce que je vous rappelle que quand vous publiez notamment sur Internet, il y a souvent un lien qui suit, il y a souvent un texte explicatif qui suit. Donc le visuel, c'est là pour accrocher l'œil, pour intéresser le lecteur. Et ensuite, vous allez le rediriger vers un autre contenu. Donc ça ne sert pas forcément à grand-chose d'aller plus loin. Et dans le cas où vous avez plus d'informations à donner juste sur un visuel parce que vous avez envie que ce visuel-là soit connu et se partage, comme celui qui est à droite, qui est de celui de Réseau Action Climat, qui était la notation de Jean-Luc Mélenchon sur les questions environnementales, eh ben on simplifie à mort. Donc, on va utiliser des codes graphiques qui nous permettent de simplifier. Donc, sur tous les items qui permettaient de savoir si Jean-Luc Mélenchon était un strum en environnement, eh ben, sur le transport, etc., on va lui mettre une petite pastille verte avec un smiley pour comprendre s'il est bien ou il n'est pas bien. Et si c'est pas bien, c'est un smiley rouge. Et si c'est coup-ci, coup-ça, c'est orange et plutôt un visage neutre. Donc là, en 2 temps, 3 mouvements, on a compris que Jean-Luc Mélenchon, sur l'environnement, il se débrouillait pas mal. Et en plus, si on le met en rapport avec les autres visuels qui étaient publiés, genre celui de Marine Le Pen, ben on voyait la différence automatiquement et c'était très efficace. Donc là, on le voit bien, en fait, la première idée qui passe, c'est de faire simple. C'est avant tout de faire simple. Là, j'ai mis 2 exemples face à face. Celui de Podemos, qui va parler de la question des protections périodiques pour les femmes. Et donc, en fait, eux, ça, c'est un visuel d'accroche qu'ils ont fait pour ensuite décliner des mesures dans un carrousel sur Instagram. Mais ça accroche parce qu'on comprend plusieurs choses. Même si je ne parle pas espagnol, et c'est pour ça que je vous l'ai pris en espagnol, c'est important. La couleur, le violet rose, c'est la couleur du féminisme. Donc, on sait de quoi on parle déjà avec ça. Le fait que le texte, même si moi je l'aurais mis en blanc sur le fond rouge nous permet de savoir à quel sujet on s'attaque, en l'occurrence les protections menstruelles. Et si on n'avait pas encore compris, le petit symbole qui nous encourage à passer à la suite, c'est un tampon. Donc ça, pour moi, c'est un visuel très efficace, très simple, et qui permet de comprendre avec des codes visuels ce dont on parle. Là, à droite, vous avez les Républicains qui ont décidé de ne pas faire d'efforts. C'est-à-dire qu'ils ont pris un tract, qui est plutôt pas mal fait pour un tract, parce que quand on l'a dans la main, franchement, ça va, il est assez lisible. Mais là, sur un visuel sur votre téléphone, vous êtes obligé de vous reprendre à 4 fois pour zoomer dans tous les sens et pour comprendre que les Arabes, c'est tous des méchants. Donc, ce n'est pas une bonne idée de procéder comme ça. Et il faut d'abord se poser la question de la simplification pour encourager, pourquoi pas, à aller lire un tract derrière, mais d'abord la simplification. Parce que vous n'êtes pas là pour faire les grands discours politiques, ça, nos élus s'en chargent et tous ceux qui écrivent s'en chargent. Donc nous, on doit accrocher, simplifier et donner à voir une partie de la pensée qui va permettre de vouloir s'y intéresser davantage. On va éviter les ambiguïtés aussi sur un visuel, parce qu'il y a des symboles qui parfois sont mal utilisés. À première vue, on a l'impression que, par exemple, l'affiche de campagne de Yannick Jadot est plutôt pas mal faite, elle est propre, il y a le vert, il y a la photo qui n'est pas trop retravaillée, et il y a le slogan qui est bien visible. Sauf que faire face avec quelqu'un qui regarde de côté, ça pose un petit problème quand même, ça pose une ambiguïté. Alors que sur l'affiche de Génération Mitterrand, ils ont fait simple, ils ont fait Génération Mitterrand avec à l'intérieur un bébé.
Bon, bah voilà, on a compris l'idée tout de suite, c'est simple, c'est clair, c'est efficace. Il n'y a pas besoin de s'y reprendre à 3 fois pour comprendre. Les ambiguïtés, c'est important parce que notre vie est faite de symboles au jour le jour. Le rouge, on en reparlera plus tard, mais c'est la couleur du social. Si vous parlez d'écologie avec du rouge, vous allez envoyer un mauvais message au lecteur et il va pas comprendre de quoi on lui parle au premier abord. Il va être obligé de s'y reprendre à 2 fois ou alors il va juste tout simplement zapper. Donc c'est important de savoir manier les symboles. Donc je le disais, le premier point, c'est de savoir quel message on veut faire passer. Une fois qu'on a répondu à cette question, il faut savoir comment on va vouloir le faire passer. Donc là, on va souvent s'aider d'un concept. Je vous ai parlé des symboles qui pouvaient nous aider, mais on va se mettre à la recherche d'un concept. Là, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, sur le visuel pour l'Instagram Live, comment matérialiser une émission qui va se passer sur téléphone? Le concept n'est pas fou, ça je veux bien vous l'accorder, mais en tout cas, on comprend que ça va se passer sur son téléphone et sur Instagram, parce que la personnalité qui va vous parler, elle est dans un téléphone, et c'est là-bas qu'il va falloir se rendre. Donc c'est un concept simple, facile à manier, mais c'est en tout cas à ça qu'il faut penser quand on réalise un visuel. Après, il y a des concepts qui sont plus ambitieux. Là, si on regarde à gauche sur le slide, on a l'annonce d'une conférence de Bernie Sanders qui va parler du système social en Norvège. Donc il a choisi d'utiliser le drapeau et de mettre bien en avant ça. Après, il y a un petit défaut, c'est qu'on ne comprend pas à la vue de ce visuel qu'on va parler du système social. On a l'impression qu'on va parler juste de la Norvège. Donc il y a un petit défaut quand même. Le deuxième au milieu est plus intéressant. L'avortement est un droit, on comprend direct de quoi ça parle. L'utérus, qui rappelle l'avortement, donc, et le droit avec le point levé. C'est nickel, c'est clair, c'est net, c'est précis. Pareil, si on comprenait le danois, on comprendrait plus facilement le visuel à droite, mais en gros, c'est pour réclamer une protection dentaire gratuite par le parti de gauche danois, comment il s'appelle en français déjà, Enhedslisten, mais Bastien, tu as fait partie du Parlement européen quand même, tu pourrais t'en souvenir. Mais en gros, ça veut dire l'union de la gauche au Danemark. Mais bon, voilà, ils ont choisi de mettre toutes les dents que vous pouvez voir au quotidien quand les gens vous sourient sur un visuel pour mieux faire comprendre, quitte à pas faciliter forcément la lecture, mais en fait, quand on voit le visuel, on a gratis en haut, et après on a des dents, on comprend tout de suite qu'il s'agit de protection dentaire gratuite. Donc, c'est vers l'universel qu'il faut tendre. Et surtout quand on fait du graphisme militant. Il faut utiliser des symboles que les gens connaissent. Ça n'empêche pas de faire des trucs jolis, des trucs beaux, des trucs ambitieux, mais si vous faites, en tant que graphiste, des visuels juste pour vous, vous vous retrouverez avec des choses que personne ne va comprendre. Et quand on fait du graphisme militant, nous, c'est toujours qu'on a un message à faire passer, donc on doit être au service de la pédagogie, de l'idée qu'on a envie de faire passer. Donc là, malheureusement, on ne le voit pas assez bien sur la chose, mais c'était contre les violences faites aux femmes. Et on encourageait, alors je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est aux États-Unis, à appeler la police si on était témoin de violences ou si on entendait, etc., des violences faites aux femmes. Donc là, on comprend très bien le concept aussi, parce qu'on a le trou de la serrure, donc bon, ça rappelle aussi de la délation, donc il faut faire attention à quel concept on manie aussi. Mais en tout cas, on comprend tout de suite de quoi ça parle. Là, à droite, je suis toujours incapable à ce jour, même si c'est une très belle création graphique à mon sens, de savoir de quoi on parle à droite. Et graphiquement, elle est précise, cette construction. Elle est intéressante, il y a un maniement des formes, il y a un concept global qui se tient ensemble, mais j'ai toujours pas réussi à comprendre de quoi ça parlait. Donc il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention à manier les concepts que tout le monde peut comprendre, pas seulement les graphistes entre eux. Voilà. On va éviter la cacophonie. Ça, c'est notre grand malaise à gauche, c'est qu'on a toujours envie d'en dire beaucoup. Et ça, je peux comprendre, parce qu'on a beaucoup plus à en dire que les autres, parce qu'on a toujours un programme à vendre à droite, à gauche, et à décliner toutes les mesures de l'avenir en commun, du programme commun de la NUP, etc., etc., du programme partagé, pardon, on va utiliser les bons mots. Là, à gauche, on a la manif pot-au-feu, la fête à Macron, qui était la manif lancée par François Ruffin au tout début de la mandature précédente.
On comprend très bien le concept, on sait où ça se passe, à quelle heure. J'aurais peut-être rajouté Paris pour ceux qui n'habitent pas Paris, parce que bon, même si le Louvre, tout le monde connaît en France, il y a aussi un Louvre à Lens, de là d'où je viens. Donc je précise que la manif n'était pas à Lens. Mais là, à droite, on manie trop de concepts différents. Il y a trop de textes et on manie trop de concepts différents. On a des moyens pour la santé et le social. On n'a pas de concept qui évoque la santé alors que c'est le sujet le plus intéressant. On a un gros euro au milieu. Si on ne lit pas le texte, on a l'impression que c'est une manif pour le pouvoir d'achat. Et on a un cœur qui se brise en deux, donc on a un deuxième concept derrière. Et bon, en plus d'être pas très bien organisé, il y a beaucoup trop d'infos qui ne sont pas forcément lisibles à l'œil nu de loin pour une affiche. Donc c'est vraiment le truc à pas faire. La cacophonie sur un visuel, ça peut arriver très vite. Et surtout quand vous êtes pressé par votre responsable, « Ah, il faut absolument que tu mettes ça, il faut absolument que tu mettes l'heure, il faut absolument que tu mettes ci, ça, ça, ça ». Vous aussi, c'est votre travail de dire eh ben, « En fait, dans le poste, ça va être aussi écrit à côté. » Donc on n'est pas obligé de tout mettre, on n'est pas obligé de faire trop chargé non plus. Parfois, il y a des infos qui sont indispensables, donc on doit trouver une solution, évidemment. Mais en tout cas, il ne faut pas non plus que ça soit au service de l'illisibilité, parce que là, à droite, cette affiche, à mon avis, n'a aucune efficacité, même si elle se bat pour des choses très justes. Et alors, s'inspirer, oui, mais copier, non. Là, je vous ai mis l'exemple classique de la campagne de Ian Brossa, c'était aux Européennes. Donc là, vous avez Alexandria Ocasio-Cortez. Elle s'est inspirée de beaucoup de choses pour faire son affiche. Si vous regardez les affiches, comment elles sont faites aux États-Unis, elles sont toujours en bleu, blanc, rouge. Elles sont toujours avec un style hyper institutionnel. Et là, elle a décidé de tout casser et d'amener des couleurs plus chaudes, qui se voient plus en Amérique latine notamment, pour renforcer son image. Elle a trouvé un concept qui donne du mouvement à son affiche et qui fait que cette affiche, évidemment, tout le monde a voulu la copier, et moi y compris. Sauf que ça peut inspirer, on peut s'inspirer des couleurs, on peut s'inspirer du mouvement, mais faire exactement la même chose en inversant juste le rapport violet-jaune, ça se voit. Je sais qu'Ian Brossa avait déjà fait pareil avec les tracts de Daniel Obono pendant la campagne de 2017, mais quand même, il faut faire attention, quand on copie, ça se voit. Donc, inspirez-vous, c'est la première chose à faire. Quand on fait du graphisme, c'est faux de croire que tout sort de son cerveau, que toutes les idées viennent tout de suite, ça prend du temps. Et la première chose à faire, c'est de rechercher, d'aller sur des sites d'inspiration, sur Pinterest, sur Behance, sur Instagram. Allez faire le tour quand on vous donne une commande. Même si vous avez une charte très établie, même si vous savez déjà ce que vous allez faire, ça va vous aérer l'esprit, vous allez trouver l'idée qui va vous permettre de mettre le petit texte bien comme il faut, etc. Et vous allez vous inspirer. Mais en revanche, copier exactement, non, in fine, ça se voit. Comme on a vu, c'est pas pour mettre l'accent sur le PCF, mais pendant la campagne, nos couleurs, les couleurs de l'Union populaire, ont été largement copiées par les équipes de Fabien Roussel. Donc ensuite, une fois qu'on sait quel message on veut faire passer, qu'on a trouvé notre concept, après il y a la réalisation. Alors la réalisation, ça dépend d'où on part. Soit on est un illustrateur de génie et on sait tout dessiner, et c'est pas le cas de tout le monde, et moi je sais pas dessiner par exemple, donc je vais pas m'aventurer dans ce genre d'aventure. Mais il faut savoir comment composer un visuel. Et composer un visuel, c'est aussi faire en fonction des moyens qu'on a et de l'ambition qu'on veut y mettre. Donc là, sur le visuel, pour reprendre notre exemple qui va nous servir de fil rouge, on a plusieurs éléments. On a d'abord les polices de caractère qui vont nous permettre de passer les infos indispensables, généralement. Ensuite, on a les couleurs qui vont généralement être définies soit par le concept que vous avez choisi, mis en lien avec la charte que vous devez utiliser. Ensuite, on a le fond, la texture, qui vont nous permettre de donner de la profondeur au visuel, qui vont nous permettre de sentir que même si c'est un visuel 2D, il y a un truc qui se passe, il y a du mouvement, il y a quelque chose. Le téléphone n'a pas l'air d'être sur le même plan que le texte, etc. Ensuite, la photo, parce que quand on travaille notamment pour des élus et pour des mouvements, on a souvent besoin de les mettre en avant. Et ensuite, l'espace, la hiérarchisation et donc la composition finale. Donc là, on va rentrer un peu dans le technique. Il y a plusieurs types de polices qui existent. Je vous ai mis les principaux. C'est généralement ceux-là qu'on utilise. Donc il y a les polices avec et sans sérif. Les polices sérif, c'est des polices à empattement.
Alors empattement, ce que vous voyez en fait, c'est si vous voyez la différence entre la police avec sérif et celle sans, au-dessus et en dessous, celle qui est en dessous, elle n'a pas ces petites, on va dire ces petits hiéroglyphes, ce qu'on appelle empattement, j'ai pas d'autres mots, qui permettent de donner ce style avec sérif. Ensuite, on a les polices sérif qui sont des polices très classiques de caractère et qui n'ont pas cet empattement. Ensuite, on a les polices qu'on appelle display. Les polices display, elles ne vont pas vous servir, on va dire, à donner un texte long à lire, mais souvent vous servir pour faire des titres, et uniquement des titres, et mettre un gros message en avant. Mais ces polices-là qui servent à mettre ces messages-là en avant, souvent elles donnent du style, mais après elles sont tellement compliquées à la lecture qu'on ne les utilise pas pour le reste. Et après, les polices script, c'est des polices dont on a l'impression qu'elles sont dessinées à la main, et qu'elles sont liées entre elles. Donc, comment on fait pour composer un texte qui soit intelligible? On mixe les types de police, mais on n'en utilise pas 15. D'accord ? 2, 3 maximum, je reviendrai là-dessus après. Et du coup, on a, en mixant les types de police, on voit déjà sur ce visuel qu'il y a 3 types de textes différents. Il y a le titre, qui est mis grâce à la police display. Ensuite, il y a les informations techniques, par qui ça a été publié et à quelle date, qui est publié avec une police de caractère très simple qui rappelle ce côté technique. Et ensuite, sur la police de lecture, on va souvent utiliser, et notamment pour du print, des polices avec sérif, qui sont les polices utilisées en fait quand vous achetez un livre de poche, etc., et qui facilitent la lecture, notamment sur des petits caractères. Après, quand c'est trop petit, il faut passer sur une police sans sérif, parce que les empattements se voient trop et ça perturbe la lecture. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, on peut aussi hiérarchiser avec différents niveaux de graisse et de taille. Les polices display, généralement, elles sont faites que pour une utilisation, donc il n'y a pas de différents niveaux de graisse sur les polices. En revanche, sur les polices, par exemple, là c'est une police sans sérif, on peut jouer avec les niveaux de graisse, on met le titre bien en avant. Ensuite, les informations, on les laisse telles quelles. Et si on a envie de mettre ce qu'on appelle un chapeau quand on écrit un article en avant, donc le chapeau, c'est les 15 premières lignes de l'article qui vont vous permettre de rentrer dans la lecture, eh ben, on graisse la première partie du texte comme vous le voyez ici. Donc comme je le disais, ne pas utiliser plus de 2 polices, maximum 3. Donc là, encore une fois, malheureusement, avec la qualité du rétroprojecteur, on ne voit pas très bien. Mais en tout cas, sur l'affiche du festival de Sundance aux États-Unis, le festival du film de Sundance, en 2020, du 23 janvier au 2 février. C'est hyper clair, c'est hyper lisible, il n'y a pas de problème, etc. Là, à droite, c'est le festival des couleurs déjà, et ensuite des polices. Il ne faut pas envoyer, déjà que vous envoyez beaucoup, comme on l'a vu, vous envoyez beaucoup de messages avec un visuel entre les couleurs, les polices, le concept à assimiler, etc. Si en plus, vous demandez au cerveau de faire l'effort de comprendre 4, 5, 6 polices de caractères différents, à part vous êtes faire plaisir à vous parce que vous avez trouvé 5 polices géniales, il n'y aura aucune cohérence et rien ne sera lisible. Donc vraiment, ça c'est une règle. Et parfois, même une seule police en plus du logo peut suffire si vous jouez avec les niveaux de graisse et les niveaux de taille. C'est largement suffisant parfois. Et surtout quand on débute, essayez d'abord de faire des beaux visuels avec une seule police, puis ensuite vous sentirez être à l'aise et vous irez plus loin. Alors ensuite, en plus des polices, on a les couleurs. Les couleurs, c'est un souci pour n'importe quel graphiste. Déjà parce que ce n'est pas la même selon qu'on l'imprime ou selon qu'on la voit sur un écran. Et effectivement, là, le rétroprojecteur rend une nouvelle fois pas justice à cette présentation. Il s'agissait du violet de l'Union populaire, pour vous dire à quel point le rétroprojecteur est bien calibré. Donc, le violet du rétroprojecteur, en fait, il change de couleur. Alors là, c'est un poil visible, parce qu'en fait, vous avez des codes différents en fonction de si vous faites un visuel pour le web ou pour le print, pour l'impression. Donc, la première chose à faire quand vous vous mettez sur un outil, c'est de vous poser la question, est-ce qu'il va être pour le web ou pour l'impression? Et du coup, je définis mon mode de couleur avant de commencer.
Et donc, si vous êtes pour le web, c'est très simple, vous définissez un mode RVB. RVB et X que j'ai mis ici, c'est exactement le même code, c'est juste une déclinaison différente. Mais le RVB, vous définissez votre mode coloriel en RVB. Si vous passez pour l'impression, là, vous passez soit en mode CMJN. Donc CMJN, c'est cyan, magenta, jaune et noir. C'est la fusion de ces couleurs qui donne la couleur que vous voulez. Et c'est les différents niveaux de ces couleurs qui donnent la couleur que vous voulez. Le RVB, c'est rouge, vert, bleu. Et donc, pour le CMJN, vous définissez pour l'impression votre document d'impression en CMJN ou en Pantone. Pantone, vous aurez rarement l'occasion de le faire dans votre vie. Là, c'est quand votre patron vous dit « on a beaucoup d'argent parce qu'il nous en reste pour faire une belle affiche, on peut faire un ton direct en Pantone ». Et ça, c'est bien parce que ça va vous permettre de faire du fluo, par exemple, ce qui est rarement possible sur une affiche imprimée ou ce genre de choses. Donc, le Pantone, ça peut être bien, mais ça coûte très cher parce que ça demande à votre imprimeur de rajouter des choses dans sa machine et du coup, ça coûte plus cher. Bref, la différence fondamentale entre ces deux modes de couleur, et ça, vous le voyez quand vous passez d'un mode à l'autre, c'est quand vous faites un visuel pour les écrans, il va être plus coloré, les couleurs vont plus vous sauter au visage. Et quand vous allez passer au print et qu'il va le décliner automatiquement, les couleurs vont se ternir, etc. Donc tout le jeu pour avoir à peu près une similitude entre le mode web et le mode CMJN, donc pour l'impression, c'est de se rapprocher le plus possible de ça. Le violet qu'on a choisi pour le programme, par exemple, des amphis, c'est pas du tout le même que le violet du logo, parce que de toute façon, c'est impossible d'avoir ce niveau de clarté et presque de fluo, sauf si on passe par du Pantone, et du coup, ça coûte trop cher, sur ce type de visuel. Donc ça va être un travail, et ça, pour le coup, quand on fait, par exemple, une affiche pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon, elle va être déclinée en visuel pour le web. Donc il faut, à la base, que dans la charte, les couleurs qu'on choisisse, elles soient assez bien déclinables entre les deux modes, pour que ça ne paraisse pas trop différent entre la façon quand on le voit imprimé ou quand on le voit sur son écran. Donc limiter le nombre de couleurs utilisées. Alors là, je m'excuse auprès des personnes qui sont dans la salle et qui ont peut-être réalisé les visuels qui sont à droite, mais là, il y a trop de couleurs. Je sais qu'on a fait un logo qui était très coloré pour la NUP, mais justement, une fois que le logo est très coloré, le challenge, c'est de réduire tout ce qui est autour pour qu'il y en ait le moins possible autour de couleurs, parce que c'est illisible, on ne sait pas où donner de la tête et on ne sait pas où aller pour lire. Là, c'était des résultats de premier tour aux élections législatives. Il y a trop d'infos, il y a trop de couleurs, ça ne facilite pas la compréhension. Là, à gauche, il y a Caroline Dehaze qui a appelé à voter pour Mélenchon le 10 et 24 avril. Une couleur, une typo, et c'est hyper clair. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, en fait. Et n'oubliez jamais qu'il y a toujours un texte qui accompagne un visuel, il y a toujours un lien, etc. Utilisez les contrastes. Alors là, bizarrement, l'écran rend hyper bien le contraste sur le visuel d'Arnaud Montebourg. Mais en vrai, il faut faire tout sauf ça. Si vous le voyez sur un écran normal, le visuel de droite, c'est un bleu clair sur du blanc. C'est illisible. Moi, quand j'ai vu passer ça sur ma timeline Twitter, je me suis dit, mais qui a validé ça chez eux? Ils ont changé après, heureusement. Mais tout le jeu, quand on utilise les couleurs, c'est d'accentuer les contrastes pour remettre en avant les messages que vous avez envie de mettre en avant. Là, on voit qu'il s'agit à gauche du théâtre de Nîmes. On sait que c'est une affiche, on va dire, comme tu le disais tout à l'heure, Bastien, d'image pour le théâtre, pour le mettre en avant. On a très bien compris qu'il y avait un fond sombre sur des aplats jaunes pour bien faire ressortir le texte. Là, à droite, c'est comme j'ai vu passer un visuel hier d'un ami qui a mis du blanc en texte sur du fond jaune clair. C'est illisible, on ne fait pas ça. Voilà. Donc faites bien attention à accentuer les contrastes, et surtout quand on lit sur un écran. On lit la plupart du temps sur un écran, on s'éclate les yeux à lire sur des écrans. Donc soyez respectueux de votre auditoire et ne les faites pas cligner des yeux ou avoir de crises d'épilepsie en essayant de déchiffrer un visuel. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut faire attention au sens des couleurs. Là, je pense que si on fait un sondage dans la salle, on sait à peu près de quoi les quatre visuels parlent. Souvent, le quatrième, c'est moins clair, mais en tout cas, il faut le savoir. Le violet, le féminisme, le rouge, le social, le vert, l'écologie, et le jaune, la démocratie, les libertés. Et généralement, quand vous avez ces couleurs majeures qui sont mises en avant sur un visuel,
ben vous savez de quoi vous allez parler direct. Donc il n'y a pas besoin de mettre le mot social ni le mot écologie dans le visuel en plus, ou de mettre une éolienne en plus pour faire comprendre qu'on parle d'écologie. C'est suffisant avec la couleur. Le jaune, comme je le disais, ce n'est pas forcément universel. Donc là, pour le coup, il faut avoir peut-être le mot liberté ou démocratie en plus pour qu'on comprenne vraiment de quoi il s'agit. Mais il y a d'autres couleurs. Un bleu-vert, par exemple, on l'utilisera pour le domaine de la santé. Un bleu un peu plus foncé, on va l'utiliser pour le domaine du sport. Il y a plein de codes comme ça que les gens reconnaissent et qui sont universels et dont il faut savoir jouer. Et pour le coup, là, vous tapez sur Google que veulent dire les couleurs avant de faire un visuel qui, même si dans le texte, il est hyper clair, va envoyer pas le bon message que vous voulez transmettre. Respecter les chartes, c'est aussi pour ça qu'on est là. En fait, cette formation, elle vise à donner un cadre, mais le cadre, il est aussi fait pour en sortir. C'est comme le capitalisme. Donc, l'idée, c'est de vous donner des clés pour pouvoir sortir de ce qu'on vous donne. Une fois que vous êtes assez à l'aise avec un cadre, vous pouvez jouer avec. Et les chartes, c'est pareil. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait des beaux visuels pour la France Insoumise avec les 2 couleurs que vous avez en haut, ben vous avez toute une série de couleurs ensuite qui vont largement être qui vont être suffisantes pour justement faire ce que vous voulez faire. Mais les couleurs choisies et les couleurs de la France Insoumise sont franchement assez identifiables. C'est un rouge terre de Sienne, c'est un bleu plus clair que le bleu de la France. Et quand on voit ces couleurs, généralement, on identifie assez bien la France Insoumise. Il n'y a pas forcément besoin de mettre le phi avec. Pour les typos, c'est pareil. Les typos d'un mouvement servent à faire comprendre aussi vite de qui émet le message. Donc là, on sait qu'à la France Insoumise, la typo qui est la plus utilisée, c'est la Montserrat pour la France Insoumise. Et ça, c'est une charte qui a été faite en 2017 et qui est toujours utilisée pour le mouvement. Parce qu'il y a le mouvement, il y a le groupe parlementaire, qui n'a pas la même charte, qui est un groupe LFI-NUP, donc il a fallu mettre du NUP dans la FI. Ensuite, il y a l'Union populaire, qui est aussi une charte différente, où il y a encore d'autres typos. Et il y a la NUP. Alors, justement, pour la charte, je vous ai mis le lien. En fait, le PDF sera avec la conférence sur le site de la France Insoumise. Donc, vous aurez les liens vers la charte de la France Insoumise. Pour le coup, c'est sur le site de la France Insoumise. À côté des mentions légales, vous avez la charte graphique. L'Union populaire, ce n'est pas en ligne, parce que c'est un objet assez idoine, enfin pas idoine du tout, mais assez ambivalent, dans le sens où là, maintenant, c'était un outil de campagne qu'on a vite transformé en NUP. Donc l'Union populaire, la charte, elle n'est pas forcément encore d'actualité. Mais en tout cas, on peut, la charte de l'Union populaire, je pourrais le mettre peut-être sur le site mélenchon2022.fr. Et la charte les normes communes de la NUP, avec les couleurs de la NUP, elle est disponible aussi, je l'ai mise hier en ligne, sur le site nup-2022.fr, et vous avez le lien. Et comme je le disais, une fois que la conférence sera publiée, vous aurez le lien vers le PDF avec la charte. Donc si on s'arrête 2 secondes sur le logo de la NUP pour vous expliquer un peu comment il a été fait, je ne sais pas si vous avez tous suivi l'histoire de ce logo. Tu as une question, c'est ça? La charte de l'Union populaire? De tout? Ah bah sur le Discord insoumis. Mais de toute façon, ils font tout avant les autres, le Discord insoumis, donc c'est très bien. Le Discord insoumis. Donc pour les normes communes de la NUP, en gros, comment le logo a été fait, petit aparté. Donc c'est Sophia Chikirou et Manu Bompard qui ont discuté ensemble dans le bureau, et Sophia Chikirou a eu l'idée de ce NU, qui est à la fois le NU, donc NU comme Nouvelle Union, mais qui se transforme en V pour le V de la victoire. Et vous avez vu Jean-Luc et tout le monde faire ça en permanence partout, parce qu'on avait besoin d'un symbole fort. C'était hyper important. On construisait un objet nouveau, et il fallait faire comprendre aux gens, quand ils allaient dans l'isoloir, quel bulletin ils allaient prendre sans avoir le nom de Jean-Luc Mélenchon dessus. Donc c'est un petit challenge quand même. Donc il fallait un symbole fort. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas avoir le phi, parce que sinon,
le PS, le LLV et le PCF n'auraient pas été contents, ils auraient eu raison d'ailleurs. Donc il fallait trouver un nouveau symbole, et du coup, ce V que vous avez vu en grand sur tous les bulletins, c'était avant tout pour faciliter la compréhension et pour que tous les militants aient dire à tout le monde, de toute façon, tu n'as pas 20 000 questions à te poser, tu prends le bulletin avec le V dessus. Voilà. Et il y avait les petits logos des partis en plus pour ceux qui avaient envie de les voir. Mais en tout cas, le V, c'était avant tout une nécessité pour que dans l'isoloir, ce soit facile pour les gens de reconnaître. Et je trouve que d'ailleurs, le phi et le V, dans leur forme et dans leur clarté au loin, ont le même style. Dans le sens où ce V-là, ou le phi de la France insoumise, de loin, comme ils sont assez gros, ils sont épais, ils permettent de reconnaître facilement de quoi on parle. Et ça va bien avec la France insoumise. On n'est pas là pour se cacher, on est toujours là pour mettre en avant nos messages, etc. On ne cache jamais pour qui on parle, d'où on parle. On n'est pas neutre, ça n'existe pas, la France insoumise. Donc, nos symboles doivent être forts et identifiables. Et ça répond, selon moi, à ces objectifs. Et ensuite, on a mis un dégradé de couleurs à l'intérieur, où il y a plus de violet que les autres couleurs, parce que c'est la couleur de l'Union populaire, et les couleurs des autres partis. Donc, et on a pris, pour le coup, un mix du rouge du PS et du PC. On a trouvé, pour la petite histoire, un nouveau vert au vert avec Julien Bayou dans mon bureau. On a mis du coup le violet de l'Union populaire. Et on avait, nous, aussi envie de rajouter notamment le jaune, qui était hyper important pour la France insoumise, après 5 années à lutter, notamment auprès des Gilets jaunes, et surtout sur ces questions démocratiques et de liberté dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait envie de le mettre en avant. Donc, une fois qu'on a compris à peu près comment fonctionnait la typo, les couleurs, évidemment, je ne suis pas du tout exhaustif. Je vous encourage aussi à aller sur la conférence que mon camarade Maxime Viancin a donnée il y a 2 ans, qui était bien plus technique que la mienne, et donc il y a encore plus d'infos sur les couleurs, sur la typographie, etc. Vous allez sur le site de la France Insoumise, elle est aux Amphis du coup de 2020, si je ne me trompe pas. Elle est très bien faite. Je vais la mettre en lien aussi de cette conférence, parce que je trouve qu'elle apporte encore plus de réponses théoriques et techniques aussi. Et donc, sur un visuel, pour que des éléments ressortent, il faut apporter de la texture, du fond et du relief. Là, en fait, si vous voyez derrière le téléphone, on a essayé de mettre... Alors, certains verront un soleil, d'autres une sorte de vague en mouvement, enfin bref, une texture avec une nappe dessus et un dégradé de couleur qui permet de faire ressortir à la fois le téléphone, mais aussi le texte. Et on a l'impression qu'en fait, le téléphone est en retrait. Alors qu'en fait, tous les éléments sont séparés les uns des autres. Il n'y en a aucun qui surplombe l'autre, mais on a l'impression que le téléphone est en retrait. Et ça, c'est de jouer justement avec ces concepts de relief, de fond, de texture qui vont vous permettre d'arriver à ce résultat-là. Alors, sur le fond et la texture, il y a beaucoup de choix qui s'ouvrent à vous. Souvent, vous pouvez faire des mix aussi. Mais les textures, on va dire réalistes, que vous voyez à gauche, ça va être des murs, du papier, etc. Ça va vous permettre de donner un petit côté professionnel à un visuel qu'il n'aurait pas s'il était juste sur un fond blanc, on va dire. Les motifs, c'est à double tranchant. Ça peut vous permettre d'ajouter une petite touche, par exemple, sur un côté en biseau, etc. Mais si vous mettez du texte par-dessus un motif comme ça, il sera lisible. Donc soit vous pouvez choisir un motif parce que vous le trouvez beau, mais peut-être que vous allez le flouter ou l'assombrir pour mettre le texte par-dessus. Et la photo, elle doit à la fois servir, par exemple là, si on veut faire un visuel sur le développement durable, on a parfaitement la zone qu'il faut à droite pour mettre du texte en blanc dessus. Il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup pour faire comprendre de quoi il s'agit. Donc la photo va vous permettre d'apporter une information supplémentaire sur la thématique que vous avez envie de mettre en avant. Si on reprend quelques exemples, le fond et les éléments que vous ajoutez en plus des éléments techniques et factuels, la date, etc., il ne doit pas venir surplomber votre visuel ou empêcher sa lisibilité juste parce que vous avez envie de vous faire plaisir et parce que c'est plus beau comme ça. À gauche, en fait, ce n'est pas une affiche collée. On a mis une texture d'affiche collée sur une affiche pour la délégation de la France Insoumise. Mais cette texture n'empêche pas la lecture du message. En revanche, à droite, il y a pareil
je crois, à peu près la même texture d'affiche, et tout le texte qui est en dessous, au-delà du fait qu'il est très petit, il est complètement illisible et rendu illisible par cette texture. Donc c'est des erreurs à ne pas faire quand vous utilisez des textures, des fonds, etc. Parce que souvent, par exemple, sur une pale d'éolienne, vous allez mettre un texte en blanc, il va être illisible du coup. Donc il faut réfléchir à comment résoudre ce problème. Soit décaler l'éolienne, soit mettre une petite ombre portée délicate. Je déteste les ombres portées, essayez de faire sans, mais si vous ne pouvez pas faire sans, une toute petite ombre portée, et ça suffira. Et il faut donner du relief. Donc là, par exemple, à gauche, on a l'impression qu'elle sort de sa photo, parce que, en fait, on a juste découpé la photo autour de sa tête. On peut jouer avec des collages aussi pour faire ça. Pour donner du relief, comme on le voit au milieu, ou alors des collages carrément en 3D, avec juste un contour blanc autour d'une photo mise en noir et blanc, et juste une ombre portée sur la photo, qui donne justement cette impression de profondeur. C'est hyper important parce que ça vous permet d'accrocher votre audience, que le visuel ne soit pas plat. Ça permet d'accrocher l'œil encore plus, d'avoir cette texture, ce côté presque 3D. Alors ça peut être rien, ça peut être vraiment juste comme le fond du visuel, il ne faut pas en faire beaucoup pour apporter ça. Mais ça permet de hiérarchiser, de mettre les choses à des niveaux différents et de mettre les infos les plus importantes en avant et de donner un chemin de lecture à votre visuel. Alors, les visuels, ils sont souvent là pour illustrer, mais aussi pour personnaliser. Il y a quelques éléments pour bien choisir sa photo ou bien la travailler. Alors déjà, on évite les photos mal définies, on fait bien attention, ça c'est sur les visuels dont on fait, si on travaille sur un visuel en Full HD, on ne va pas prendre une photo qui n'est pas en Full HD pour l'agrandir et qu'elle soit toute pixelisée derrière. Il faut vraiment faire attention à aller bien choisir ses photos. Dans des banques d'images gratuites, il y en a beaucoup, je vous en donnerai quelques-unes à la fin. Vous pouvez trouver ça. Et pareil, si votre élu vous envoie une photo compressée sur Instagram, ça ne suffit jamais. Sur Telegram, pardon, ça ne suffit jamais. Il faut demander la photo source. Comme ça, vous pouvez la triturer dans tous les sens, la réduire, l'agrandir, etc. Mais vous faites ce que vous voulez avec cette image. Après, attention au détourage approximatif. Malheureusement, on ne le voit pas assez bien, mais le détourage des cheveux de Valérie Pécresse sur cette affiche est une catastrophe. Il y a du vert dans ses cheveux, sur tout le contour, et c'était pour les régionales. Donc ça a été sûrement payé très cher à une agence, et c'était une catastrophe. Et attention à trop de retouches qui tuent la retouche. Marine Le Pen, dans son affiche de 2017, on a l'impression presque d'une gamine de 30 ans. Enfin, c'est hallucinant. Ils ont tout gommé, absolument tout. Nous, pour cette campagne, en travaillant les portraits de Jean-Luc Mélenchon, on corrige des défauts de ci, de là, mais on n'enlève pas les rides. Parce qu'on n'est pas là pour mentir aux gens et pour faire penser que Jean-Luc Mélenchon est plus jeune qu'il ne l'est. C'est pas vrai, de toute façon, on s'en fout, c'est pas ça le message. On essaye que la photo, s'il a une petite tache à droite, à gauche, mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas de tache de toute façon. Mais bref, ou s'il a une pellicule sur l'épaule, mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas de pellicule. Bref, tout ça, on supprime, on fait de la retouche minimale, mais en tout cas, on ne ment pas. Et en plus, c'est pas quelque chose qu'on veut pour la société en général, que tout le monde soit retouché à mort sur tous les portraits qu'on voit dans les publicités, etc. Donc on ne va pas vendre ça aux gens non plus. Donc c'est compliqué, ça met du temps à trouver la bonne photo, prise dans le bon angle, sur le bon côté, etc. C'est un travail que notamment Steph Burlot et Antoine Stoul ont mené pendant toute la campagne. Et sur tous les meetings, si vous voyez, quand Jean-Luc arrive sur scène, il y a toujours 5-10 secondes où il regarde la foule. Et c'est ce moment-là où il faut choper l'image parfaite pour avoir la bonne affiche. Et pour l'affiche de Un autre monde est possible pour le premier tour, c'était le meeting de Montpellier, où on a trouvé le moment nickel, où il avait la bonne tête, et il a franchement eu 3-4 retouches à faire, pas plus. Et c'était surtout au niveau du costume où il a fallu faire des retouches pour que la cravate soit bien droite, etc. Mais sur le visage, très peu de retouches. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Pareil, Valérie Pécresse, même au niveau du visage, je trouve qu'ils l'ont beaucoup trop lissé. Et c'est, à mon avis, des choses à ne pas faire, surtout quand on se revendique de la France insoumise. Donc on arrive tout doucement à la fin de la composition. Une fois qu'on a tous ces éléments,
la police, les couleurs, les chartes, la texture, etc. Il va falloir agencer tout ça et hiérarchiser tout ça. Et ça, c'est hyper important parce que là, on a un chemin clair qui va de haut en bas, puis à droite. On a une sorte de L. Donc, l'événement va voter NUP le vendredi 17 juin à 13h30 en direct sur Instagram avec Sébastien Delogu. Et après, on rentre dans le concept et on voit que c'est un Instagram live, etc. Mais c'est une info supplémentaire. L'info la plus importante, c'est de savoir que le vendredi 17 juin à 13h30, il se passe quelque chose avec Sébastien Delogu. Et donc ça, c'est un truc à travailler. C'est le sens de votre visuel et comment il est hiérarchisé. On ne peut pas mettre la typo à la même taille, au même endroit, partout. Par exemple, si on publie ce visuel à l'avance, c'est mieux de mettre le 17 juin plus en avance que le vendredi. Si on publie ça le jeudi et qu'on est sûr que ça se passe la même semaine, peut-être qu'il faut un peu agrandir le vendredi. C'est des petites choses comme ça. Pareil, le plus important chez un élu, c'est souvent son nom de famille. Donc on va mettre Delogu en capital et en plus gros que son prénom. Et idéalement, on essaye presque de faire une phrase pour voir si son visuel est bien clair et bien visible. Donc, moi je rajoute peut-être un mot, mais le vendredi 17 juin à 13h30 en direct sur Instagram avec Sébastien Delogu aura lieu un Instagram live. Voilà. Et vous avez fait le tour du visuel, il est à peu près compréhensible, et pourtant il y a énormément d'infos dessus, énormément d'infos. Mais votre taf, c'est de réussir à ce que toutes ces infos soient suffisamment lisibles et claires sur un visuel carré Instagram qui finira par se réduire à cette taille-là sur un téléphone. Donc, comme je le disais, sans hiérarchie, pas de chemin. À gauche, on a une affiche d'un festival d'art à Katowice. Et là, en termes de hiérarchie, ils ont tout compris. Ils ont fait titre, date et tous les événements qui auraient lieu pendant ce truc. Alors c'est très strict, mais au moins vous comprenez l'idée. Là, à droite, là, le graphiste s'est fait plaisir, mais c'est à peu près tout. C'est un festival de théâtre. On voit à peu près qu'il y aura la pièce The Odyssey en haut, mais après, franchement, c'est une catastrophe à lire. Et si vous arrivez à savoir si c'est entre le 15 et le 18 ou entre le 15 et le 16, franchement, c'est très compliqué. Donc la hiérarchie est hyper importante parce que ça va vous permettre de donner le chemin. Le plus important en plus gros, évidemment, et le plus petit en moins gros. Ou en moins gras. Hyper important sur un visuel, ça rejoint la notion d'éviter la cacophonie dont je parlais tout à l'heure. Tous les espaces n'ont pas à être comblés. On a à peu près le même type de visuel à gauche et à droite avec à peu près le même nombre d'informations. Mais là, à droite, ils ont voulu en faire trop. Ils ont voulu utiliser plein de typos. Ils ont voulu pousser les bords de leur visuel, alors qu'à gauche, ils ont mis des marges bien larges. Et pourtant, leur typo est plus petite qu'à droite et il est immensément plus lisible que le visuel de droite. Donc parfois, plus petit, c'est plus lisible. C'est pas forcément intuitif, mais parfois plus petit, c'est plus lisible. Et le plus important, quand on commence à faire un visuel, ça fait 15 fois que je dis le plus important, mais une des choses les plus importantes, c'est de travailler les marges. Là, ils ont travaillé avec des marges assez grosses pour justement pouvoir mettre en avant le visage énervé et hargneux de Marine Le Pen, qu'on le voit, qu'on sache que ça parle d'elle, et en plus il y a son nom, et savoir qu'elle a voté contre l'augmentation du SMIC. Ce visuel-là, partagez-le à tout le monde pendant 5 ans, c'est hyper important. Bref, et cette marge va vous permettre de caler votre visuel. Et ils sortent de la marge à un seul moment pour mettre ce qu'on appelle le bug antenne ou la marque du média qu'ils publient, et le vent se lève, et ils en sortent à ce moment-là, mais c'est tout, sinon ils respectent à mort leur marge, et ça permet de donner de la respiration, ça permet de savoir, de diriger le regard vers quelque chose, alors que là, à droite, on ne sait pas où lire. Alors même si le message est hyper intéressant, la classe ouvrière est de retour, je suis d'accord, mais en tout cas, il y avait une manière plus simple et plus lisible de le faire. Comme je le disais, il faut utiliser les marges, mais aussi les grilles. Là, on parle plus de print, notamment pour les grilles. Si vous feuilletez des magazines,
vous allez voir que tout est constitué à partir d'un système de grilles, comme vous pouvez le voir ici, avec 3, 4 colonnes, 5 colonnes. Par exemple, dans notre mouvement, vous pouvez, dans notre mouvement culturel, je veux dire, le Monde Diplo, c'est une des meilleures maquettes de journal qui existent sur Terre. Pourtant, ça ne paye pas de mine, c'est très sobre. Mais si vous regardez l'utilisation des colonnes et à quel point c'est rendu intuitif pour le regard du lecteur, et pareil pour leur site web d'ailleurs, il y a une attention toute particulière qui est faite pour que la lecture du texte soit facilitée au maximum. Sur un tract, ça ne sert absolument à rien de mettre 4 colonnes comme ça. Le plus important, c'est que sur votre tract, généralement, qu'on mette juste une colonne avec le texte. Il n'y a pas besoin d'en faire 2 parce que généralement, la personne, elle va lire comme ça, etc. Là, on l'utilise plutôt pour des magazines ou des journaux, quand les gens sont posés chez eux, quand ils ont le temps de bien lire, de savoir « Ah, tiens, c'est fini, je remonte, etc. » Sur un tract, ça facilite la lecture, on va dire, plus ou moins rapide. Donc, on va choisir une grille assez simple, avec un titre en haut, une colonne centrale au milieu et peut-être 2 colonnes en bas pour mettre le site internet et un autre message qu'on a envie de faire passer. Quand vous faites un visuel, il y a l'espace que vous investissez qui veut dire quelque chose et il y a l'espace que vous n'investissez pas qui veut aussi dire quelque chose. Travailler les espaces négatifs, ça c'est un peu next level dans le graphisme, mais ça donne des trucs hallucinants et très beaux. Pour le coup, là, c'est une couverture de magazine que j'ai vue ce matin sur la guerre en Ukraine. C'est donc le Kremlin qui est illustré, avec, on l'imagine, le point de Poutine, avec l'Ukraine qui est en train de repousser le point de Poutine. C'est hyper efficace, hyper fort, avec en plus les couleurs de l'Ukraine pour matérialiser le visuel. Et en fait, le point de Poutine est matérialisé par un espace qu'on appelle négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'éléments à cet endroit-là. Donc on se sert de l'espace vide pour raconter une nouvelle histoire. Pareil avec l'oiseau qui est dessiné à partir d'une falaise sur la gauche. Et ça, si vous tapez espace négatif sur Pinterest, vous verrez les créations les plus magnifiques que vous aurez jamais vues de votre vie, parce que c'est souvent le petit truc hyper malin, hyper bien pensé, qui permet d'accrocher et de se dire « Ah ouais, ça c'est bien vu ». On peut passer vite fait aux outils que je vous conseille d'utiliser. Alors c'est notamment des banques. Alors avant de passer aux outils, utilisez-les, mais bien, c'est-à-dire utilisez pas forcément tous les portraits qu'on vous donne dans les banques d'images gratuites, parce que les portraits de banques d'images gratuites, généralement c'est des portraits d'Américains, et il est utilisé partout, dans des milliards de pubs sur Internet, etc. Donc faites bien attention à comment vous maniez ces banques d'images, les images que vous utilisez. Le mieux, c'est de l'utiliser pour accentuer la thématique. Si vous avez besoin de chercher une éolienne, j'ai cet exemple-là en tête, mais un moulin, tiens, pour parler. Bref, ça peut être utile, mais c'est à utiliser avec parcimonie. Pour la recherche photo, il y a les sites que je vous mets à gauche qui sont Pexel, Unsplash, Pixabay et FreePic. Alors, ce n'est pas des sites français, donc effectivement, ça a fait appel à des codes qui ne sont pas forcément les nôtres, donc faites attention à ce que vous utilisez dessus. Parfois, si vous avez besoin d'une illustration, d'une icône, de quelque chose que vous ne savez pas faire vous-même, je sais pas, par exemple, le bouton mail que vous voulez rajouter à côté de l'adresse mail que vous voulez mettre, c'est mieux d'aller voir sur un site où il y a des milliards de designers qui l'ont déjà fait pour vous. Donc là, il y a encore d'autres sites. Et puis les recherches de police. Alors même si je vous conseille effectivement d'utiliser les polices chartées de la NUP, si vous n'avez pas la possibilité, par exemple, je sais qu'il y a la police de l'Union populaire, elle n'est pas gratuite. Elle est disponible avec Adobe. C'est l'apothèque Comp Black. Donc il faut avoir la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, etc. pour l'utiliser. Donc si vous voulez faire un visuel qui ressemble, vous pouvez toujours aller sur des sites de police gratuites pour essayer de comparer les polices et trouver quelque chose qui s'en rapproche. Le mieux, c'est d'avoir la police, effectivement, mais si vous ne l'avez pas, pour une contrainte ou une autre, ça peut être utile. Ce que je vous conseille aussi comme site pour les polices, ce n'est pas un site de recherche de police à proprement parler, c'est Fancy News, qui est juste au milieu des trois qui sont à droite. Ça vous permet en fait de voir
Ça vous prend des magazines connus, des affiches connues, des pochettes d'albums, etc. Et ça vous donne les noms des polices qu'il y a sur ces pochettes et de voir dans quel contexte elles sont utilisées, comment elles sont utilisées. Et c'est hyper intéressant, ne serait-ce que pour s'inspirer, de voir comment les polices sont mixées ensemble. Donc voilà. Après, pour revenir aux outils que vous allez utiliser au quotidien quand vous faites des visuels, Adobe et toute sa suite font effectivement légion chez tous les graphistes. Donc InDesign pour le print, Illustrator pour les logos, Photoshop pour les visuels internet, le web et la retouche photo. C'est une base. Après, quand on se limite aux visuels réseaux sociaux, Canva est un très bon outil. Et en plus, il vous fournit des bases, des templates qui sont déjà pensés pour faciliter la lecture. Donc vous allez déjà avoir les marges qui sont bien calibrées, déjà les tailles de typo qui sont bien calibrées aussi. Et il va vous proposer de les décliner pour tous les formats. La question des formats, c'est hyper important, parce que sur les réseaux sociaux, en fonction du réseau sur lequel vous allez être, que vous fassiez de la vidéo, de la photo ou des posts, des visuels, vous n'aurez pas les mêmes tailles partout. Donc généralement, au siège, on s'est échiné à faire ça pour à peu près tous les visuels, mais on fait un visuel vertical pour les stories. Donc c'est en 1080 par 1920 pour avoir de la HD. Un visuel en 1080 par 1080 pour les postes carrés, voire même 1500 par 1500 pour les écrans Retina et les écrans un peu mieux définis. Et le format classique horizontal 16/9, 1920 par 1080. Et généralement, ça couvre à peu près tous les réseaux. Facebook va préférer soit les visuels carrés, soit 16/9. Instagram pour les stories, ça va être vertical ou carré pour les posts. LinkedIn plutôt horizontal, etc., etc. Donc ça, c'est de voir ce qui marche le mieux et du coup de faire le format qui correspond. Bastien disait dans sa conférence avant qu'on ne s'exprime pas sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux de la même manière. Donc il faut apprendre à comment ils fonctionnent et devenir avec les bons formats de visuel, les bons formats de vidéo et le faire en respectant tout ça. Tout simplement. Donc là, c'est la question des formats. Et donc, sur les outils, oui, je disais, Canva peut être un bon outil. Après, sur la vidéo, c'est toujours sur la suite Adobe que j'utilise. Donc, c'est Premiere pour le montage et After Effects pour tout ce qui est éléments d'habillage. Quand vous voyez, par exemple, sur les meetings, les noms, les synthés qu'on appelle, donc les noms des députés, le petit logo en haut à droite, la petite animation à la fin, etc. Donc ça se fait sur des logiciels d'animation vidéo comme After Effects. Je ne connais pas malheureusement de déclinaison gratuite très efficace. Pardon ? DaVinci, oui, pour le coup je ne l'utilise pas, mais en tout cas DaVinci pour le montage je pense. Si c'est gratuit. Pour le montage, pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir un outil ultra complexe à partir du moment où la plupart du temps vous faites du cut et de l'ajustement d'étalonnage. Donc vous pouvez commencer avec ça. Après sur Adobe, ça ouvre effectivement d'autres possibilités qui sont bien plus grandes. Et puis effectivement, comme toute la suite est imbriquée l'une avec l'autre, ça vous permet de dérouler votre charte sur tous les supports, vidéo, photo, visuel, print, etc., etc. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous dise adieu et que j'aille prendre une douche ? Ça va aller ? Tout va bien ? Bon, je vous souhaite une bonne fin d'amphi. Merci à tous.